On est ravis d'intervenir ensemble. Benjamin devrait allumer sa caméra ou pas. Je ne sais pas s'il est Oui. par là, parce qu'on est à distance, il est là. Ouais. Voilà, donc on va intervenir sur ce sujet. Je vais faire l'introduction. D'abord pour vous présenter Benjamin Dérard, une jeune pousse de construction qui soutient très bientôt sa thèse à Aix et qui sera, à n'en pas douter, un acteur dans les années à venir de nos questions et qui interviendra tout à l'heure donc en cours de notre propos. Et donc Rémi Porte, voilà, qui va se présenter lui-même parce qu'il est là. Oui, enchanté, Rémi Port. Je m'occupe chez Alliance. Alors, j'ai un peu étendu mon terrain de jeu maintenant, puisque je m'occupe aussi des sinistres à fort en jeu, en dommages aux biens et en RC d'une manière générale. On aura l'occasion justement de naviguer entre ces différents types de grandes familles de garanties d'assurance dans l'heure qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, le propos aujourd'hui, c'est de s'intéresser, après des approches extrêmement denses et intéressantes, des regards croisés, de voir la problématique des travaux, cette fois-ci sous un angle concret, au sens réalisation matérielle, et de s'intéresser du coup à leur incidence. Alors, il y a toujours deux prismes quand on parle de réalisation de travaux, qu'on va essayer de traiter ensemble et de manière mélangée. C'est un premier prisme qui est la réalisation eux-mêmes des travaux, et le deuxième risque est évidemment la couverture assurantielle des dits travaux et les conséquences dommageables qui peuvent naître de ces travaux. En réalité, et c'est notre idée, on s'est dit, voilà, la question des travaux surexistants est en réalité extrêmement connue de tous, mais en même temps extrêmement rénovée et beaucoup plus vaste probablement que ce qu'on imagine au départ. Alors évidemment, on imagine toujours au départ les hypothèses classiques, j'ai mis un insert de cheminée, ça a brûlé, j'ai changé ma toiture, qu'est-ce qui se passe quand je mets un ascenseur à Versailles, voilà. Mais en réalité, la question des travaux surexistants, alors Jean-Philippe Tricouart a eu la douceur de nous exclure les existants et existants non construits, hein, que peuvent être des terrains, parce que le rapport géotechnique pourrait être aussi un rapport à l'existant. Et donc, le rapport, c'est l'existant construit. Alors, c'est là qu'on s'est dit, en réalité, et ça fera l'objet de notre première partie, on doit s'intéresser à la confrontation de deux réels immobiliers. Alors, immobilier, on met peut-être des petits guillemets. Tout à l'heure, Benjamin nous expliquera que le caractère immobilier des travaux faits surexistants n'est pas toujours caractérisé dans les nouveaux prismes de qualification de la Cour de cassation. Mais en réalité, c'est bien deux rapports d'objets immobiliers. Et le premier rapport qu'on étudiera tout à l'heure avec Rémi, c'est un rapport, qu'est-ce que c'est les existants d'abord, l'existant construit. Et on s'apercevra déjà quand on se place sur ce premier plan qu'il y a des sujets de responsabilité, il y a des sujets d'assurance, il y a évidemment des sujets de conflit, ou si c'est de conflit, de combinaison de l'existant lui-même avec le statut de ce qui fera la deuxième partie, qui sera traitée par M. Dérard, qui sera l'objet de la qualification des travaux neufs. En réalité, les travaux surexistants, construits, c'est donc bien un rapport entre deux entités, l'une préexistante, l'une en devenir, et évidemment, ce qui est intéressant, c'est le rapport qui naît de cette cohabitation, de cette rencontre. Alors, on le fera d'abord donc sous un plan, je dirais peut-être qui peut paraître théorique dans le plan qu'on vous a proposé, mais qui en réalité est pratique aussi et concret, c'est le rapport entre un existant et les travaux neufs. Mais néanmoins, et sitôt qu'on a passé cette première logique, cette première dynamique, on peut se dire, oui, mais ce rapport de qualification, pour pouvoir sortir de la multitude des situations factuelles qui vont se produire, alors quelles sont ces situations? On peut en citer en vrac. Là, on prend celles qui sont en devenir. Hein. La loi climat, dont le projet a été déposé récemment, prévoit que le PC comprendra une étude potentielle de réversibilité et d'évolution future des bâtiments. Là, pour le coup, on est sur un ouvrage qui n'est pas encore imaginé, qu'on imagine déjà comment les travaux surexistants pourraient intervenir, qu'on parle bien évidemment sous un prisme peut-être plus réduit des Jeux Olympiques, de la loi sur les Jeux Olympiques et du statut de ces immeubles qui vont avoir deux vies avant d'être réceptionnés. Une vie 1, je suis
une installation olympique, une vie 2 très peu de temps après, quelques mois après, peut-être 12 mois ou 18 mois après, je serai qui VFA, qui locatif, qui centre d'affaires. Et donc, vous comprenez que là encore, et là on est sur des textes ou à venir ou très récents, il y a bien déjà dans l'ouvrage en devenir une perspective de la compréhension des existants. Et puis, il y a des exemples très concrets qu'on connaît parce qu'ils sont déjà dans la pratique, mais qui ne donnent pas encore lieu à des contentieux de cassation, mais qui vont venir. On prend un exemple très classique, c'est la vente, la division en volume de parties d'immeubles existants pour installer des centrales de production photovoltaïque. On connaît ces histoires-là, un hangar de bateau bien exposé au bord de la mer, on a 3000 mètres carrés de surface de toiture, on se dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire une opération immobilière dans laquelle quelqu'un viendrait se porter acquéreur d'un bout d'ouvrage, d'une cote altimétrique d'ouvrage pour y installer des photovoltaïques non destinés à l'ouvrage existant, mais destinés à produire de l'électricité. Donc, vous comprenez que tous ces exemples modernes, mais aussi les exemples anciens qui sont très nombreux. J'ai un sinistre sur un ouvrage en cours de construction et je fais des travaux dessus. Est-ce que c'est des travaux surexistants? J'ai un sinistre postérieurement à la réception et le juge m'octroie 783 000 € pour refaire en totalité mon sous-œuvre. Qu'est-ce que c'est ce rapport-là? C'est ça les travaux surexistants. Et pour résoudre cette énigme, cette multiplicité, vous comprenez donc que les qualifications en concours ne suffisent pas, c'est notre grand temps, il faut résoudre cette difficulté. Et notre deuxième partie essaiera de dégager des prospectives, des critères permettant de se dire, tiens, comment je fais fonctionner ces différents rapports de droit complexes, qu'ils soient de responsabilité ou d'assurance, et on distinguera à cette occasion les critères, et puis peut-être, de manière plus prospective ou moderne, l'incidence que, au-delà de la matière, le temps, d'une part, et la géographie peut produire sur ces qualifications. Alors, vous voyez, j'espère que vous avez encore des forces. Je sais que la journée a été longue, je sais qu'il est déjà 15h12, je sais que vous rêvez de votre 4 heures, mais on m'a pitché ainsi le début de cette présentation pour vous dire quoi? Que les travaux surexistants, c'est comme parler des immeubles en soi. Un immeuble est toujours construit dans l'espérance qu'il sera éternel. C'est ça, un immeuble. Et comme on sait qu'il pourra être éternel, en tout cas c'est l'imagination qu'on s'en fait quand on construit, alors par définition, et comme chaque chose est faillible et non pérenne, il faut admettre qu'intrinsèquement considéré, tout immeuble neuf a vocation à être affecté par les travaux surexistants. C'est la réalité. Et le rapport de droit neuf et existant, en réalité, est plus complexe. Et c'est notre première partie qu'on va aborder avec Rémi et Benjamin, c'est d'aborder d'abord cette confrontation théorique des qualifications et de la couverture des travaux entre un premier pôle, qui sera la charge de Rémi et de moi, c'est la question de la qualification des existants, intrinsèquement considérés, et un pôle numéro 2, probablement le plus somptuaire, celui que dégagera ensuite Benjamin. Et c'est toujours moi qui parle, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, ils sont trois, il n'y en a qu'un qui cause. Mais le plan de l'intervention a été écrit comme ça, c'est absurde. Eh bien, on va commencer par décrire les ouvrages existants. On ne se pose pas cette question-là. Mais les travaux sur existants, c'est d'abord s'intéresser au fait qu'est-ce qu'on a comme existant. Et là, en réalité, les existants, on pourrait les décrire, ce sont des existants construits, nous a dit Jean-Philippe. Alors, comme c'est des existants construits, ce sont des immeubles. Mais ces immeubles prennent en réalité, selon leur situation temporelle, deux prismes un peu différents. Alors, pour ma partie, et c'est la première observation, les travaux surexistants peuvent d'abord intervenir à propos d'ouvrages qui sont encore en garantie de responsabilité des constructeurs. Première hypothèse pratique, en quelque sorte, je fais des travaux, mais ces travaux, on va les faire sur un substrat immobilier qui lui-même est objet de garantie. Il est donc en 4e année, en 5e année, en 6e année de réception, et je décide d'intervenir dessus. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change avec l'hypothèse que Rémi présentera juste après, l'hypothèse où justement notre immeuble a basculé hors du temps de la garantie des constructeurs? Eh bien, il en résulte un premier conflit de qualification, un premier conflit de situation juridique. Pourquoi? Parce que l'ouvrage neuf et l'ouvrage existant
vont, quand ils sont affectés d'un dommage, vont forcément conduire à s'interroger qui en est responsable, qui a vocation à les garantir. Et lorsque c'est moi qui dois répondre, c'est-à-dire que mon immeuble est encore sous garantie, je suis bien en présence d'un conflit de deux droits spéciaux qui vont devoir cohabiter. Le premier droit spécial, c'est le droit qu'affecte l'ouvrage existant. Par hypothèse, il a moins de 10 ans à compter de la réception. Et comme cet ouvrage existant est donc sous garantie, eh bien, les constructeurs d'origine, l'architecte, le contrôleur technique, les entreprises, mais aussi les assureurs, assureurs RCD des entreprises ou des constructeurs plus généralement, et les assureurs dommages-ouvrages ont donc vocation à pouvoir être mobilisés pour voir leur garantie déclenchée. C'est notre première possibilité. Deuxième possibilité, bien évidemment, quelqu'un est intervenu. Imaginons qu'il a, je ne sais pas, changé la toiture originelle parce que finalement, les habitants souhaitaient avoir une toiture italienne pour pouvoir profiter du soleil couchant et d'un apéritif généreux. On sait qu'à la fac d'Aix, il y a une très belle terrasse en altitude, connue de peu, mais parfaitement appréciable, de laquelle on a une vue sublime. Ça pourrait être ça, l'évolution de notre construction originelle. Et donc, on se voit et on comprend. On pourrait donc dire, le désordre qu'on a là, il implique ou il est en rapport avec ceux qui ont fait les travaux surexistants. L'architecte qui a été consulté pour faire cette modification, le bureau d'études qui a calculé les centres de charge de cette nouvelle structure, l'entreprise qui est venue modifier la charpente et la couverture et l'étanchéité. Et donc, on voit en réalité, et on pose simplement ce rapport parce qu'on le réglera plus tard, on le réglera dans notre deuxième partie, on comprend donc qu'il y a un dialogue nécessaire entre ces deux ensembles. Et du coup, qui des deux a vocation à revenir? Alors, on répondra tout à l'heure de manière plus intellectuelle, mais je terminerai ce propos par un exemple. C'est l'exemple de l'extraordinaire jurisprudence des désordres constructifs sur des reprises en sous-œuvre d'immeubles existants. J'ai un désordre, je le répare, je fais des micropieux, je fais des injections, je consolide mon ouvrage. Ça a déjà donné lieu donc à un contentieux, à une expertise, à un rapport, à une garantie DO, etc. Des travaux sont donc souscrits par le maître d'ouvrage. Mais attention, ce n'est pas l'assureur dommage-ouvrage qui achète des travaux. L'assureur dommage-ouvrage ne fait que payer une indemnité. C'est le maître d'ouvrage qui souscrit des nouveaux travaux. Il reprend une équipe de maîtrise d'œuvre. Il va donc coter, souscrire. D'ailleurs, il demande à l'assureur dommage-ouvrage de lui payer une indemnité d'assurance pour pouvoir couvrir ces nouveaux travaux. Et là, évidemment, patatras, on s'aperçoit que de nouveaux désordres apparaissent. Et là, la Cour de cassation, elle dessine le rapport de droit qui existe entre ces deux ensembles d'ouvrages. Elle le dessine par un critère qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est le critère d'imputabilité du dommage à telle ou telle opération de construction. Alors, on pose ici le rapport de droit. Des rapports de droit existent en confrontation, droit spécial contre droit spécial, construction contre construction, assurance dommages et de responsabilité décennale. Mais ces rapports de droit ne peuvent être déterminés en réalité que par des critères. Et là, comme on est des gens qui ont très fortement du teasing, malheureusement, je ne vous donnerai pas la réponse à ce stade-là. Cette hypothèse, c'est la première, mais l'hypothèse peut-être plus complexe encore, c'est celle que je laisse à Rémi, parce que évidemment, c'est le code supérieur, donc il résonnera plus facilement pour moi, mais aussi parce qu'il a désormais une double culture d'hommage et de construction. Qu'est-ce qui se passe quand la situation est un petit peu différente et mon ouvrage d'origine n'est plus en garantie? Notre-Dame, Versailles, Notre-Dame brûle, évidemment, on n'a pas de garantie décennale sur Notre-Dame à ce stade, hein, c'est un peu trop vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? C'est pour toi. Alors là, sur ce point-là, justement, j'ai voulu un peu m'amuser en me disant, puisque le cas pratique a été évidemment bien présenté, donc je n'ai plus rien à dire, mais simplement j'ai voulu m'amuser en me disant, mais qu'est-ce qui se passe si demain, dans ma copropriété, par exemple, on va faire des travaux au dernier étage, la fameuse terrasse, et tout le monde se tournait, non pas vers moi, parce qu'on va se dire c'est un assureur, il va pas être parti, il va être partial, mais on a un bel avocat dans notre immeuble qui s'appelle Cyril Charbonneau et qui va dire, bon, imaginons le cas idéal, évidemment, à l'Assemblée à la GECOPRO, à l'ordre du jour, il y avait le vote sur l'ADO, la CNR, la TRC, ça a été proposé. Tout ça, c'est bien. Donc, on sait que sur l'ADO, normalement, si on a été bien conseillé,
on va nous expliquer, et ça c'est un sujet assez connu pour la partie des ouvrages neufs, que c'est très important d'avoir une garantie pour la partie existante, et on expliquera que l'assureur DO est obligé de la délivrer. Il y a une convention qui a été signée en 2005, qui est très claire, et donc il faut juste qu'on se pose la question des montants, ce qui n'est pas un sujet neutre, de savoir combien ça vaut cette partie. Mais on va faire l'exercice suivant de se dire, oui, mais moi je suis en dessous, je n'ai plus de garantie décennale, mais je ne suis pas inquiet puisque j'ai un assureur multirisque habitation, j'ai un assureur dommage et tout est couvert dedans. En plus, on va avoir les grandes familles, on va avoir les vrais mutualistes, Maïf, Massif et autres assureurs militants. Donc là, ils se disent, il n'y a aucun problème. Les autres grandes familles d'assureurs. Et on va tous se tourner vers Cyril en disant, mais est-ce qu'on est d'accord? Et là, le petit jeu, c'est de se dire, mais par principe, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours des petites exclusions. N'oublions pas que nous sommes en liberté contractuelle. Et donc, je me suis amusé à faire l'inventaire un peu de tous les contrats sur le marché et de me dire, voilà comment je ferai. Donc, point 1, je vois que dans ces grandes familles-là, imaginons qu'il y a la fameuse terrasse qui s'affaisse, qui fait tous les immeubles en dessous. Bon, j'ai des garanties, il n'y a aucun problème. Ah oui, mais en fouillant bien, on nous expliquera qu'on trouve certaines exclusions de type, exclusion générale, j'entends, dommage résultant d'un vice de construction. Ah, je suis OK, 10 ans, mais là, est-ce que le sinistre avant réception, après réception? Mais ces clauses-là, vice de construction, ça veut dire quoi, si en avant ou après réception? Je pense qu'on nous conseillera plutôt d'aller voir le livre 1 sur la clause telle formelle et limitée, puisque c'est inquiétant. Ensuite, j'ai repéré deux autres familles qui pourraient nous inquiéter sur le sort un peu de notre contrat dommage. C'était là, on essaie de se rattacher à la construction. On se dit, tiens, j'ai des exclusions du type les dommages résultant de travaux immobiliers relevant d'une responsabilité décennale. Donc, j'imagine que le travaux immobilier, c'est la fameuse terrasse, ça relève de décennale. Ah oui, mais déjà, attention, la décennale, il y a la notion de réception. Donc, mince, c'est quand même gênant. Ensuite, on a des travaux immobiliers, on retrouve la même phrase, des dommages résultants de, et puis là, c'est relevant d'une assurance DO. Ah bah déjà, on se dit, l'assurance DO, elle peut jouer avant réception. Donc, le régime n'est pas le même. Mais, donc, on commence à inquiéter quelques voisins. En plus, on leur dit, mais attention, là, c'est les dommages résultants, dommages avec un S. C'est les dommages résultants de ça. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans votre contrat, si ça résulte du haut, bah, vous succombez. Ce qui est différent d'autres familles, des voisins qu'on va un peu moins inquiéter, qui, eux, vont avoir des exclusions du type dommages relevant de 1792 à 1792-6. Ceux-là, on va leur dire, bon, bah, avant réception, vous êtes bon, mais en même temps, attention, vous ne faites pas de travaux chez vous. Je pose des jalons d'un peu de ce qu'on va dire derrière. Et puis, c'est intéressant aussi de noter qu'il n'y a pas 1792-7. Or, bah, quid de justement si en haut, c'est une salle de réception avec des cuisines un peu professionnelles. Et ensuite, on a tout un tas d'exclusions. On voit qu'on navigue un peu, et ce qui nous pose plein de questions sur le reste, sur le régime. J'en donne encore deux exemples. Les dommages se produisant alors que la garantie décennale n'est pas achevée. La garantie de qui? De quoi? Et surtout, la garantie décennale, on va le voir, ça porte sur quoi? Et on voit que finalement, on pourrait exclure, d'autres se dire, ah bon, on se rattache à la décennale, mais la décennale, justement, on va voir qu'est-ce que c'est l'étendue par rapport à l'existant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurai une garantie partielle, puisque après tout, si on parle de garantie d'assurance et non pas la responsabilité, on a quand même des sujets sur les immatériels et autres. Et on s'aperçoit qu'on a finalement, si je me place du côté de ceux qui sont en dessous des travaux, pour faire ça, un certain nombre de petits points d'alerte déjà qui se profilent à l'horizon. Donc, en fait, cet exposé, il est symptomatique d'une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que, et on va le voir de manière récurrente, la question du traitement de responsabilité, du traitement d'assurance, de la question de la couverture, non pas des travaux neufs, mais des travaux des parties existantes, est une question qui est extrêmement épineuse en réalité. Alors, on va le démontrer un petit peu après, mais on terminera cette première partie avant de passer la main à Benjamin. C'est de tout ça, il résulte quand même quelque chose d'extrêmement important en matière assurantielle. C'est que la Cour de cassation, on va le voir, et puis le législateur, réceptionnant en quelque sorte cette règle, la Cour de cassation a donc étendu le champ d'application de la responsabilité des constructeurs. Ça, Benjamin va nous l'expliquer maintenant. Et cette extension, elle génère, non pas du côté des travaux neufs, mais du côté des travaux des parties existantes, une obligation assurantielle pour le souscripteur des polices, c'est du coup de déclarer les existants. Parce que pour qu'un risque soit objet de couverture, encore faut-il que ce risque
entre dans le champ d'application des polices d'assurance. Et donc, la première réaction au terme de cette première partie, c'est de dire, comme je sais qu'il y a des existants, comme j'espère que ces existants pourraient être protégés en cas de sinistre, et ça, Benjamin va nous expliquer comment, alors il faut que l'assureur soit au fait de la consistance, de la nature, de l'étendue, du coût, du montant des travaux réparatoires de ces existants. Et qu'il s'agisse de police TRC, qu'il s'agisse de police dommage ouvrage, le maître d'ouvrage est tenu dans les formulaires de déclaration de risque d'exposer très précisément comment ces existants sont, quelles sont leurs consistances, et j'ai envie de vous dire, tout le dossier technique, la demande d'un DET structure, la demande d'une intervention du contrôleur technique qui vont contrôler l'état des existants, c'est bien la démonstration que d'ores et déjà l'audit, le diagnostic du bâtiment existant entre dans la définition du risque couvert par les polices d'assurance s'agissant des parties existantes. Et donc, on pose le jalon là. Oui, mais, et on en arrive à la partie de Benjamin, pour que le rapport, le conflit entre l'existant et le neuf puisse exister, encore faut-il qu'on puisse penser que la responsabilité des constructeurs ait vocation à s'appliquer aux ouvrages réalisés sur existants et peut-être même plus qu'aux ouvrages. Alors, finalement, ce que vous dites, M. Charbonneau et M. Porte, c'est que quand on parle de travaux neufs sur existants et de responsabilité civile, c'est qu'on parle finalement de la responsabilité civile applicable à l'occasion des travaux neufs sur existants. Et quand on est en matière de responsabilité et qu'on parle de travaux neufs sur existants, on pense tout de suite à la situation la plus simple dans laquelle on a une entreprise qui vient faire des travaux ou poser une nouvelle installation ou un nouvel équipement sur un immeuble qui existe déjà à la demande du propriétaire. Sur le plan juridique, c'est très souvent la situation dans laquelle on a un entrepreneur lié par un contrat d'entreprise avec le maître d'ouvrage pour réaliser ses travaux ou installer cet élément d'équipement. Et dans cette circonstance, ça va être finalement au moment où il va y avoir un dommage, où il va y avoir un désordre à l'occasion de ces travaux, à l'occasion de cette installation, que la question de la responsabilité de l'entrepreneur ou de l'installateur va se poser. Et il se trouve qu'on a plusieurs régimes de responsabilité civile qui sont susceptibles de s'appliquer. On a bien sûr la responsabilité civile de droit commun, et puis après, on a les responsabilités spéciales des constructeurs. Et ces régimes de responsabilité, ils présentent un certain nombre de différences, d'où l'importance de pouvoir savoir si on doit appliquer plutôt l'un des régimes ou plutôt l'autre. Alors, quelles sont ces différences? D'abord, il y a une différence de texte, puisqu'en responsabilité de droit commun, c'est les articles 1231-1 et suivants du Code civil, alors que les responsabilités spéciales, il faut aller chercher aux articles 1792 et suivants du Code civil. Ce n'est pas les mêmes conditions d'engagement. On sait que la responsabilité de droit commun, c'est le triptyque classique de la faute, du dommage et du lien de causalité, alors que dans les responsabilités spéciales, on parle de présomption de responsabilité du constructeur, de responsabilité de plein droit, indépendante de la question de la faute. Ce n'est pas non plus les mêmes délais. On sait que quand on est en responsabilité de droit commun, on a un délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil, alors que si on est sur les responsabilités spéciales, on va distinguer la garantie décennale 10 ans à compter de la réception, la garantie de bon fonctionnement 2 ans à compter de la réception, la garantie de parfait achèvement 1 an à compter de la réception. Et puis, ces délais n'ont pas la même nature, puisqu'on sait qu'en matière de responsabilité spéciale, ce sont des délais de forclusion et non pas des délais de prescription. Et du coup, ça a un impact puisqu'on ne peut pas les suspendre, on peut seulement les interrompre. On ne traite pas non plus les clauses limitatives de responsabilité de la même manière, puisque les clauses limitatives de responsabilité, elles sont valables entre professionnels quand on est dans la responsabilité de droit commun, alors que dans les responsabilités spéciales, elles sont réputées non écrites. Et puis enfin, évidemment, ce n'est pas les mêmes conditions d'assurance, puisque l'assurance obligatoire à double détente avec l'assurance construction d'une part et l'assurance dommage ouvrage, c'est réservé aux responsabilités spéciales constructeurs, notamment à la décennale, alors que quand on est en responsabilité de droit commun, les assureurs reprennent leur liberté avec des garanties complémentaires. Donc, on a bien des régimes différents de responsabilité. Et quand on s'intéresse à la problématique de la responsabilité qui s'applique aux travaux neufs sur existants et qu'on cherche un texte qui pourrait déterminer ce régime applicable, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le Code civil, il n'y en a pas dans le Code de la construction et de l'habitation. Il n'y a pas de texte spécifique pour venir dire quel est le régime qui s'applique quand on fait des travaux sur existants. Alors, c'est vrai que dans notre système juridique, on est habitué à avoir une loi pour tout, ou à chaque fois une loi pour toute chose. Pas avoir de texte spécial, ça peut déstabiliser. Mais après réflexion, est-ce qu'il faut vraiment
est-ce qu'il faut vraiment un texte derrière chaque situation de fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner à partir des textes qui existent déjà, analyser la situation de fait, voir quels sont les travaux, voir quels sont les dommages, et puis appliquer le régime qui correspond aux faits. Évidemment, sans texte spécial, on ne va pas avoir le choix, il va falloir utiliser les régimes existants, et c'est à cette opération de qualification qu'on va devoir se livrer. Et c'est là qu'apparaît la difficulté. C'est une difficulté qui est d'ordre casuistique. Quelle est cette difficulté? Eh bien, c'est que quand on est confronté aux travaux surexistants, on se rend compte qu'il y a une très grande variété de situations de travaux surexistants. On l'a vu tout à l'heure avec l'intervention sur les formules contractuelles, on l'a vu ce matin aussi. Et puis, c'est difficile de faire la liste des travaux surexistants. On a la rénovation légère, on a la rénovation lourde, on a les travaux de modernisation, les travaux de mise aux normes, les travaux de réagencement, la rénovation reconstruction, bref, ça va du simple coup de peinture à la reconstruction de l'ouvrage sur ses fondations existantes. À cela, il faut évidemment ajouter les travaux de réparation des désordres qui visent à supprimer l'origine d'un dommage. Quand on vient traiter, réparer, remplacer, on fait des travaux surexistants. Il faut rajouter à ça, dans les marchés par corps d'État séparés, quand on a des réceptions par lot, chaque lot, finalement, c'est des travaux sur le lot préexistant. Et donc, on est à nouveau dans une problématique de travaux surexistants. Évidemment, il faut citer aussi tous les travaux de performance énergétique, les travaux visant à la ventilation, les travaux visant à l'isolation, la pose d'équipements de fabrication d'énergie, on a les éoliennes de toit, les panneaux photovoltaïques, et donc on voit assez facilement l'extraordinaire variété de ces travaux surexistants. Et c'est compte tenu de toutes ces situations de fait qu'il va falloir rechercher le régime de responsabilité applicable en cas de désordre. Évidemment, ça va être le travail des tribunaux de première instance, des cours d'appel, de la 3e chambre civile, mais aussi des avocats, des entrepreneurs, des assureurs et aussi des maîtres d'ouvrage, de devoir déterminer quel est à chaque fois le régime qui est susceptible de s'appliquer. Alors avec tout ça, pour essayer d'assurer la lisibilité du droit, sa prédictibilité et finalement la sécurité juridique, on a besoin d'un critère. On a besoin d'un critère de qualification pour savoir quand est-ce qu'on est dans le champ des responsabilités de droit commun et quand est-ce qu'on est dans le champ des responsabilités spéciales des constructeurs. On a bien un critère, c'est un critère classique, c'est celui de l'ouvrage. Quand on lit l'article 1792, on lit qu'il faut être constructeur d'un ouvrage pour que les responsabilités spéciales des constructeurs et pour que les systèmes d'assurance à double détente soient mobilisables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage? L'article 1792 du Code civil ne le dit pas, et c'est la jurisprudence de la Cour qui est venue dessiner les contours de cette notion d'ouvrage. Donc, classiquement, un ouvrage, au sens de 1792, c'est quelque chose qui est issu d'un contrat de louage d'ouvrage, qui est de nature immobilière, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit fixé au sol, incorporé, immobilisé. Alors, des exemples en jurisprudence, on a par exemple le silo à grains sur fondation, on a la serre fixée sur un mur en béton armé, la piscine creusée avec un dallage en béton en sous-œuvre, tout ça, ce sont des ouvrages. Par contre, un barbecue en parpaing qui serait juste collé ou juste posé au sol, ce n'est pas un ouvrage. Ensuite, à partir de là, la jurisprudence a tendance à élargir la notion d'ouvrage avec d'autres critères. Le critère de l'ampleur des travaux, de l'importance des travaux, le critère de l'utilisation des techniques du bâtiment. Et avec ces critères, c'est les travaux de réhabilitation, les travaux de rénovation de grande ampleur qui vont être assimilés à la construction d'un ouvrage. Par exemple, en jurisprudence, les travaux confortatifs de l'existant ou la restauration intégrale d'un mur de pierre en façade. Quand ces critères ne suffisent pas, la jurisprudence va adopter d'autres critères en fonction du contexte, en fonction de la nature des travaux, pour permettre de qualifier un ouvrage et donc d'accéder malgré tout à la garantie décennale et évidemment aux assurances qui sont derrière. C'est le cas du critère de l'apport de matière. Et avec ce critère de l'apport de matière, le fait d'apporter des éléments nouveaux, par exemple à une toiture ou à une charpente, avec des chevrons, des sablières, des blochers, ça correspond en jurisprudence à une opération de construction d'un ouvrage. Quand on fait des travaux de façade, on sait qu'on a un critère supplémentaire, un critère fonctionnel, celui de l'étanchéité des travaux, qui fait basculer ces travaux dans la catégorie des ouvrages. Donc on le voit bien, on a un seuil de déclenchement des garanties spéciales des constructeurs qui est cette notion d'ouvrage. Il faut construire un ouvrage pour que ces garanties spéciales soient activées. Donc les choses en l'état, elles pourraient être assez prévisibles. Mais ça serait sans compter une série d'arrêts
de la troisième chambre civile de 2017, dans lesquels la Cour est venue dire, je cite, « Les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à cette destination. » Autrement dit, avec ces arrêts, c'est la survenance d'un dommage grave affectant l'ouvrage existant sur lequel on fait des travaux neufs, sur lequel on pose un élément d'équipement, par exemple une pompe à chaleur, un insert de cheminée, pourquoi pas un radiateur électrique, qui va engager, qui va activer la garantie décennale de celui qui a fait les travaux, alors même qu'il n'a pas réalisé un ouvrage au sens de 1792. Et on voit apparaître à ce moment-là, finalement, un deuxième seuil de déclenchement de la responsabilité des constructeurs, qui n'est pas prévu par la loi, qui est de manufacture jurisprudentielle, et dans lequel celui qui vient faire des travaux, aussi petit soit-il, ou qui vient poser un élément d'équipement aussi dissociable soit-il de l'existant, va avoir sa responsabilité engagée sur le fondement décennal de l'article 1792. Alors, sur le plan juridique, ces petits travaux ou cet élément d'équipement apparaissent comme des quasi-ouvrages, pour reprendre la célèbre de M. Charbonneau, c'est-à-dire comme une intervention de la main de l'homme qui ne remplit pas les conditions classiques de la notion d'ouvrage, mais qui pourtant va conduire aux mêmes effets. Évidemment, ça pose la question de l'extension du domaine de la garantie décennale. On pourrait me parler d'une garantie décennale jurisprudentielle, et ça pose la question évidemment de son articulation avec les garanties d'assurance, notamment celle de l'installateur qui n'a peut-être pas pensé, en posant un radiateur, il pouvait être, sur le plan du droit, assimilé à un constructeur d'ouvrage, au même titre que Vinci qui construit le Stade de Nice. Alors, avec ces deux seuils de déclenchement de la décennale, un seuil légal qui est l'ouvrage au sens classique et un seuil jurisprudentiel qui est le quasi-ouvrage au sens jurisprudentiel, on a envie de savoir dans quelle situation de travaux neufs surexistants on doit appliquer l'un ou l'autre des régimes de responsabilité. C'est cette question à laquelle on va essayer de donner une réponse. Alors, pour répondre à cette question, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Le premier, c'est quand on a des désordres qui affectent l'ouvrage existant lui-même à la suite des travaux. Deuxième cas de figure, c'est quand on a des désordres qui affectent non pas l'ouvrage existant, mais les travaux eux-mêmes qui ont été faits sur l'existant. Troisième cas de figure, lorsqu'on a des désordres qui affectent l'élément d'équipement installé sur existant, et on pourrait même ajouter un quatrième cas de figure, c'est le cas des désordres causés à des existants différents de ceux sur lesquels on intervient, c'est-à-dire les existants voisins traités globalement par les troubles anormaux de voisinage. Alors, avec tout ça, quand on regarde les décisions de justice, essentiellement celles de la troisième chambre civile, qui sont rendues sur cette question du régime applicable, on s'aperçoit qu'on peut faire une première classification, en prenant comme point de repère le moment de la réception des travaux. On va pouvoir distinguer deux situations. La première, c'est celle dans laquelle les désordres surviennent avant la réception, du moins en absence de réception, et la deuxième situation, quand on a des désordres qui surviennent après la réception. Avant la réception ou en absence de réception, la situation semble assez simple puisqu'on sait que les responsabilités spéciales des constructeurs ne peuvent être mobilisées qu'après réception. Donc, quand on est avant réception, a priori, seule la responsabilité civile de droit commun semble envisageable. Et ce, quels que soient les désordres, les défauts ou les malfaçons qui sont imputables à celui qui fait des travaux ou qui pose une installation ou un élément d'équipement. Donc, si on reprend nos cas de figure, on a effectivement la responsabilité civile de droit commun de l'intervenant qui va être mobilisée quand on a les désordres affectant les travaux eux-mêmes, que ces travaux soient constitutifs ou non d'un ouvrage, puisqu'on est avant réception. Deuxième cas de figure, c'est quand on a les désordres affectant l'élément d'équipement qui a été installé, puisqu'a priori, ce n'est pas un ouvrage. Et troisième cas de figure, lorsque les désordres sont causés aux existants eux-mêmes, sur lesquels on intervient, mais quand ces existants ne sont pas constitutifs d'un ouvrage. Et pourtant, toujours avant réception, eh bien, la responsabilité spéciale des constructeurs pourra quand même être mobilisée dans le cas suivant, c'est lorsqu'on a des désordres causés aux existants, sur lesquels on intervient, quand ces existants sont constitutifs d'un ouvrage et qu'ils sont rendus impropres à leur destination, c'est les fameuses décisions de 2017. Quand on passe maintenant après réception, la réception, on sait que c'est la fin du contrat d'entreprise, que les responsabilités spéciales constructeurs vont entrer en scène et qu'elles vont du coup entrer en concurrence avec la responsabilité civile de droit commun, ce qui va évidemment complexifier les solutions. En reprenant nos cas de figure,
On a effectivement la responsabilité civile de droit commun dans 3 cas, lorsque les désordres affectant les travaux et que ces travaux correspondent à un ouvrage, lorsque les désordres affectent un élément d'équipement posé sur existant et lorsque les désordres affectent les existants eux-mêmes et lorsque ces existants ne sont pas constitutifs d'un ouvrage. Et puis évidemment, on rebascule en responsabilité spéciale des constructeurs dans 2 cas, lorsque les désordres affectent les travaux eux-mêmes et que ces désordres sont constitutifs d'un ouvrage, et à nouveau les jurisprudences de 2017, lorsque les désordres affectent l'existant lui-même, que cet existant est un ouvrage et qu'il est rendu impropre à sa destination. Donc, on a bien depuis ces fameuses jurisprudences de 2017 et la création d'une garantie décennale prétorienne, une perturbation, il faut bien le dire, de la ligne de crête qui a été dessinée par la loi Spinetta entre responsabilité sur le commun et responsabilité spéciale du constructeur, et donc forcément une perturbation des équilibres assurantiels qui sont sous-jacents. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette extension de la garantie décennale au-delà de l'ouvrage et par-delà les travaux de construction? On peut essayer de rechercher une explication. Elle serait peut-être moins juridique que psychologique. Et on peut peut-être aller chercher du côté de la tendance, de la préoccupation du droit ces dernières années à la protection des personnes vulnérables, de la partie faible au contrat, du particulier, du non-professionnel, bref, du consommateur. Et c'est vrai qu'on a cette tendance en droit européen, on a cette tendance en droit interne, où le droit de la consommation prend une place importante. Et la dernière réforme du droit des contrats, celle de 2016, nous l'a bien montré, puisqu'elle a finalement introduit dans le droit commun du Code civil certaines méthodes, certaines techniques qu'on connaît bien en droit de la consommation, par exemple la notion de déséquilibre significatif, qui est celle des clauses abusives qu'on a maintenant à l'article 1171 du Code civil. Alors avec ce prisme consumériste, on peut tenter d'expliquer cette jurisprudence un peu protectrice du maître d'ouvrage, qui a tendance à étendre cette garantie décennale face finalement à la toute-puissance du promoteur-constructeur. On se représente assez bien les choses. On aurait un maître d'ouvrage particulier et consommateur qui fait des travaux sur son logement et qui a face à lui un entrepreneur de travaux constitué sous la forme d'une société commerciale et dont la position économique et juridique est plus avantageuse. Alors, ça pourrait être une explication, mais il faudrait se rappeler quand même que l'article 1792, qui est le fondement de cette garantie décennale, il ne fait pas la distinction entre maître d'ouvrage consommateur et maître d'ouvrage professionnel. Et par conséquent, l'extension protectrice de la garantie décennale et du domaine de 1792, là, ça va profiter autant au maître d'ouvrage consommateur qu'au maître d'ouvrage professionnel. Et si on prend une foncière, par exemple, j'ai en tête Clépierre, Pichet ou Icade, qui fait construire 3000 logements dans une opération de grande ampleur pour les revendre, eh ben, c'est des maîtres d'ouvrage au même titre que le couple qui fait des travaux sur son logement. Et du coup, et je finirai par là, on pourrait se demander si un texte ne serait pas nécessaire pour encadrer, juguler cette extension de la garantie décennale, comme l'a été l'ordonnance de 2005, qui est venue réguler l'extension de l'assurance obligatoire en matière de travaux surexistants, en la limitant aux travaux faisant indissociablement corps avec l'ouvrage existant. C'est l'article L243-1-1 du Code des assurances. Et c'est finalement sur cette réflexion en suspension que je termine là sur les travaux surexistants et que je redonne la parole à M. Charbonneau et à M. Porte pour la suite. Bon, merci. Pour finaliser, peut-être le propos qui vient d'être fait et de manière extrêmement claire par M. Bérard, je pense qu'il y a quand même une observation prémisse à faire sur le côté assurantiel du sujet qui nous occupe, parce que bien évidemment, au-delà de la question, entre guillemets, de l'extension des régimes de responsabilité, duquel on pourrait déduire l'existence d'un effet favorable, la question posée, la même question de cette extension à ces nouveaux cas que sont les quasi-ouvrages en matière assurantielle sont peut-être un petit peu différentes. Oui, c'est vrai que je ne reviens pas sur l'aspect en effet assurance construction, mais vraiment l'aspect assurance dommage bien pur, où, vous voyez, je me rattache un peu aux clauses que je vous ai citées tout à l'heure, où on s'aperçoit que par nature, pour la majorité des contrats, on va dire d'une manière différente, hein, on a toujours une exclusion des dommages relevant d'eux, parfois de la dommage de la nature de ceux, comme évoqué. Enfin, on voit bien que l'esprit, quand même, c'est de dire tout ce qui peut relever de la décennale, moi, assureur, dommage au bien, je ne veux pas en entendre parler. En gros, c'est il y a une garantie de dommage ouvrage obligatoire, vous aviez qu'à la souscrire si vous vouliez être couvert pour la décennale.
Ce qui fait que ça implique quoi sur tous les cas que vous avez évoqués, hein, comme vous l'avez évoqué, c'est de se dire, bon, bah, c'est bien, on a la responsabilité du constructeur et l'assurance obligatoire derrière. Bon, sauf qu'on voit bien que dans la pratique, entre ceux qui ne sont pas assurés, ceux qui sont bien assurés, mais c'est des assureurs non solvables ou qui ont disparu, ceux qui ne sont pas du tout assurés, ceux qui m'ont fait une fausse attestation ou autre, bah, je m'aperçois que là où je n'ai pas la main sur la garantie d'assurance, je suis quand même un peu plus en risque, même si on sait maintenant à travers l'arrêté, on peut toujours essayer de demander une attestation négative. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette philosophie-là. Mais la conséquence immédiate, c'est si on l'applique à la lettre, c'est que tous les exemples, si on prend par exemple les incendies sur des poêles à bois notamment, parce que pas mal sur les arrêts. Hier, ça signifiait quoi? L'incendie se produisait. Dès le lendemain, j'avais 10 experts d'assurés qui venaient me démarcher. Et le surlendemain, je commençais à discuter avec mon assureur pour reconstruire. Là, aujourd'hui, cet assureur-là, s'il a toutes les clauses de ce contrat, le premier réflexe, c'est de dire « Ah, vous avez posé un pal à bois il y a 2 ans. Bah, désolé, j'applique ma clause d'exclusion. Je m'arrête là. Merci, au revoir. » On voit bien quand même que certes, c'est même ma première réaction était de se dire bah, c'est une extension terrible pour l'assurance construction, mais en même temps, il y a le côté consumériste. En même temps, je nuance un peu du coup les faits pour le consommateur, parce que là, dans ces cas-là, typiquement, il va se retrouver l'assureur dommage aux biens s'il applique son contrat, il va botter en touche, enfin pas botter en touche, il va avoir une lecture stricte de son contrat par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est quand même un brin gênant, je trouve, ce qui est la règle, enfin ce qui est la règle de droit, chaque mot a un sens qui est appliqué par la Cour de cassation. Mais du coup, je suis plus gêné avec cette jurisprudence sur cet aspect-là, en plus de l'aspect que vous avez, qui a été évoqué, que je partage évidemment, ce qui a été fait sur l'évolution de la jurisprudence. Ce faisant, on a terminé avec notre première partie. Et donc maintenant, on bascule sur la deuxième. Et la deuxième partie, c'est finalement quelle dynamique on peut avoir pour justement réfléchir à quelle responsabilité aura vocation à s'appliquer et comment, du coup, on va choisir les possibles responsables, les possibles débiteurs solvables que seraient les assureurs. Et pour ça, en définitive, il faut dégager des critères. Et parmi ces critères, et c'est le constat qu'on peut faire, deux grands ensembles se dégagent, et c'est sur ces deux grands ensembles qu'on va d'abord insister. Le premier, très clairement, mais c'est un grand classique de la responsabilité des constructeurs, c'est la question du lieu d'incarnation, de la zone d'incarnation du dommage au sens de 1792, autrement dit du désordre. On comprend très bien que si le désordre apparaît, naît dans une partie existante, exclusivement, s'entend, le sujet ne sera nécessairement pas le même que si vous avez un désordre qui apparaît dans un endroit où justement il y a eu les travaux neufs. Donc, prenons un exemple concret. J'installe sur un bâtiment existant des photovoltaïques, donc je modifie la charpente, la couverture, l'étanchéité pour insérer ces panneaux photovoltaïques. Le dommage, si c'est un problème de dysfonctionnement du panneau photovoltaïque, donc un désordre qu'affecte l'ouvrage neuf, ne sera évidemment pas le même sujet que si le dommage naît de la charpente qui est en dessous, qui, incapable de supporter toute charge complémentaire et chargée par de nouvelles charges que sont les panneaux photovoltaïques et les aciers, vont du coup s'affaisser, mais donc le désordre, là pour le coup, n'affecte pas directement, voire parfois dans certaines hypothèses, pas du tout, les travaux neufs, mais exclusivement les travaux surexistants. Vous comprenez très bien que c'est le premier sujet qui va se poser. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, qui était j'ai un ouvrage neuf, j'ai des désordres, je les répare, je fais un nouvel ouvrage, j'ai des nouveaux désordres, bien évidemment, si les désordres affectent une partie qui est concernée par les deux ensembles de travaux, la situation ne sera pas du tout la même que si les désordres affectent que les travaux neufs ou que la partie existante. Alors évidemment, et c'est l'hypothèse majeure qu'on va devoir traiter maintenant avec Rémi, c'est évidemment le problème le plus ardu. Est-ce que si c'est l'un ou si c'est l'autre, la réponse est simple. On applique le régime applicable à la zone dans laquelle on se trouve. Un exemple très concret dans la jurisprudence qui se dégage sur 1792-7.
Quand est-ce que je pourrais appliquer 1792-7 qui dit qu'il n'y a pas de responsabilité des constructeurs pour les équipements à vocation exclusivement professionnelle? Quand le désordre affectera l'équipement lui-même. Évidemment, si cet équipement met le feu à la grange, la question, ça sera du droit de la construction, c'est comme ça que ça marche. Alors, du coup, la zone de confluence, la zone de conflit, et c'est celle-là qu'on va devoir résoudre avec Rémi, qui est la plus complexe, c'est lorsque un dommage apparaît bien dans les travaux neufs. Par exemple, mon poêle à bois brûle. Par exemple, mon panneau photovoltaïque brûle. Donc oui, il apparaît dans les travaux neufs, mais il ne va pas produire que des effets sur les travaux. Il va produire des effets sur les travaux neufs et sur les existants. Et c'est toute la question qui est posée de savoir comment on couvre, comment on applique les responsabilités d'une part, mais aussi l'assurance dans cette situation. Et c'est là-dessus qu'on va se focaliser dans ce premier point. Ça va ? Je continue. Là, dans cette logique-là, il faut avoir un rappel historique. Le rappel historique, c'est de constater que la question dont on parle, quand bien même on fait tous semblant que c'est une question universelle, est en fait et d'abord fondamentalement une question assurantielle. Elle est née de l'assurance, elle a évolué dans l'assurance, elle demeure fondamentalement une question d'assurance. Et cette assurance-là, on peut dire qu'il y a fondamentalement 3 époques. Époque 1, la première chambre et la troisième chambre civile n'ont pas les mêmes contentieux à gérer. La première fait l'assurance, la troisième fait la construction. La RC est en troisième, l'assurance construction est en. Et là, vers les années 2000, sous l'impulsion d'un président de chambre, on va voir apparaître dans la première chambre une jurisprudence dans laquelle l'existence même d'un désordre doit conduire automatiquement, tout désordre confondu, neuf ou existant, à une indemnisation. Une profusion de l'indemnisation et donc l'application des garanties obligatoires. La troisième chambre, qui avait déjà traité de cette question-là, puisque les premiers arrêts sont des années 90, 92 de mémoire, quand elle voit apparaître cette jurisprudence, elle continue à penser que ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer, qu'il faut trouver une ligne de démarcation, qu'il faut trouver des critères et des conditions qui ont vocation à permettre de dire ce n'est pas parce que c'est les travaux neufs qui génèrent des dommages aux existants que les existants sont nécessairement couverts par la police d'assurance souscrite pour cette fois. Et ce faisant, elle dégage deux conditions fondamentales qui restent au cœur de notre débat. La première, c'est qu'il faut démontrer que les désordres qu'affectent la partie existante sont au moins pour partie imputables aux travaux neufs. Un rapport de causalité. Et on reprend les exemples qu'on disait juste avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si juste ma maison est un peu vieille et qu'un mur s'effondre, ce n'est pas pour autant que les travaux que j'ai faits sont à l'origine de cet effondrement. C'est tout simplement l'état pathologique initial de cet ouvrage qui fait qu'on va se situer avec un effondrement. Peut-être même que c'est l'existant qui va générer un dommage aux travaux. Ce n'est pas complètement impossible, cette hypothèse pratique. C'est la première condition, c'est l'existence d'un rapport d'imputabilité. Deuxième condition, mais qui est en définitive cumulative. Cumulative, et on va le voir à l'aune de la dernière étape que je vais décrire juste après. La Cour de cassation nous dit quoi ? Elle dit qu'il faut encore qu'il existe un lien physique entre cet existant et ce neuf, de telle nature qu'on ne puisse plus véritablement les distinguer l'un de l'autre. Ils sont comme réunis. Alors, ce critère-là porte plusieurs noms. Dans la jurisprudence initiale de 92, on parle d'indivisibilité des existants par leur incorporation à l'immeuble. Indivisibilité, c'est le résultat. Incorporation, c'est la détermination factuelle du rapport physique entre les deux parties. Et on comprend que du coup, ces deux conditions doivent être cumulativement caractérisées pour obtenir la mobilisation de la garantie. Et quand, dans son arrêt de principe du 5 juillet 2006, publié au rapport, à lire le rapport 2006 qui explique ça avec beaucoup de force et beaucoup de compréhension, dans ce rapport 2006, la Cour de cassation dit « mais nous, on n'a jamais changé d'avis, la première a dit ces histoires, mais nous, c'est toujours ces conditions qui s'appliquent. » Et ces conditions-là, elles vont connaître un aboutissement imparfait dans l'article 243.1.1, paragraphe 2
consacré par l'ordonnance de 2005. Alors, ce paragraphe 2, lisons-le. Il énonce ces obligations d'assurance, on parle donc ici de RCD de dommages ouvrages, ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture de chantier. C'est le principe. Le principe est donc que l'assurance obligatoire ne s'intéresse pas aux existants, elle s'intéresse aux seuls travaux. À l'exception de ceux, et donc c'est d'interprétation stricte, on le comprend, qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Alors, on comprend, l'idée initiale, la condition jurisprudentielle est ici consacrée, mais en définitive, elle est consacrée de manière un tantinet biaisé, si on regarde la lettre du texte. C'est dans un rapport d'inversion que le texte a été écrit. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, quand on pense travaux surexistants, on pense fondamentalement à ce qu'un bel ouvrage, Versailles, Notre-Dame, va être doté de travaux qui vont compléter sa splendeur. Je vais mettre un système d'accessibilité PMR, que Chouchou puisse visiter la galerie des Basses. Et donc, on se dit, c'est donc l'incorporation des travaux neufs dans un existant immobilier. C'est ça l'idée qu'on se fait tous, entre guillemets, de travaux surexistants. Mais si vous regardez bien la lettre du texte, c'est exactement l'inverse que le législateur a posé. Il dit bien, c'est l'ouvrage totalement incorporé dans l'ouvrage neuf, l'existant totalement incorporé dans l'ouvrage neuf. Et donc, évidemment, c'est un rapport absolument inversé qui pose question quand on est en présence de l'insert de cheminée ou du poêle à bois. Parce que pour venir dire que le poêle à bois, c'est l'existant qui s'incorpore dedans, il faut être dans une conception de poêle à bois assez extraordinaire. On est dans un film de Miyazaki, c'est le château ambulant dont il est question ici. Et vous comprenez qu'ainsi, littéralement, une énorme quantité de situations n'entre plus du tout dans l'exception légale. Alors, ce sujet n'est pas neutre, et c'est le sujet qui avait été soumis à l'appréciation de la Cour de cassation dans un arrêt que je ne peux que transmettre à Rémi, puisque c'est un arrêt Alliance du mois d'octobre 2017. Et là, alors, la réponse a été donnée très claire, parce qu'en effet, elle est très claire, même si on la regrette, évidemment, ça a été déjà expliqué par Benjamin tout à l'heure, mais la réponse est simple, c'est ta problématique technique, est-ce que c'est neuf, est-ce que c'est ancien, dans ton cas, la réponse est simple, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne s'applique pas. Donc au moins, nos débats, parce que c'est vrai que j'adore le droit de la construction, parce qu'on est toujours technique, juridique et autres, et on voit bien que les deux sujets sont liés, et là c'est le meilleur exemple du juriste qui ne peut pas passer du technicien pour bien comprendre l'ouvrage, comment c'est fait pour le faire. Là, la réponse est simple, c'est dans ces cas-là, ça n'a pas vocation, le grand 2 n'a pas vocation à s'appliquer dans ces cas. Donc, pour autant, est-ce que le match est fini? Alors, dans la notion de match, j'ai envie de repasser la balle à Cyril parce que on a eu un autre arrêt malheureux avec ce mur qui était simplement qui touchait la maison, donc c'est bon, je vais régler. Je vais mettre de côté celui-ci. Par contre, quand même, je trouve plutôt l'arrêt de juin, du 25 juin 2020, qui réaborde la question, pas du tout le même cas, je trouve extrêmement intéressant, et je ne veux pas être désobligeant, mais je suis plus intéressé par ce raisonnement-ci qui amène à cette solution que c'est vrai la solution tranchée, je pense, qui était plus perturbante pour nous. Parce que l'arrêt de juin, je trouve intéressant sur ces questions-là, c'était pas la transition. Exact. C'est très bien. En fait, si on prend l'arrêt du 26 octobre 2017, il ne faut pas oublier le champ d'application dans le cadre. C'est le troisième arrêt qui est rendu par la Cour de cassation en matière de quasi-ouvrage. Et saisie de la question d'alliance qui était de dire mais attends, tu ne peux pas appliquer ma police obligatoire. Rappelons que c'était quand même une police souscrite par OBCT. Hein. Ouais. C'était quand même une entreprise incendiaire qui, résiliée de tout le monde, avait été souscrite de manière obligatoire sous la contrainte de la baïonnette. Alliance, garantie obligatoire, aucune garantie facultative. Voilà. Alliance oppose donc l'idée, dans cet arrêt où on vient appliquer de la responsabilité décennale et de l'assurance obligatoire, on vient le faire dans une hypothèse où on est sur du quasi-ouvrage. On est donc sur des éléments qui ne relèveraient pas en principe de la notion d'ouvrage, encore que dans l'arrêt Alliance dont on parle, c'était un ouvrage immobilier. La Cour de cassation aurait très bien pu statuer sur 243.1. Et je pense que cet arrêt, c'est un arrêt, même s'il est publié au rapport, qui, dans sa première partie, vous regarderez bien, il y a deux motifs dans l'arrêt d'octobre 2017. Il y a le premier motif qui vous dit clairement,
ne sont pas applicables, l'article 243.1.1 paragraphe 2, à un élément d'équipement installé sur existant. Donc, cette partie-là, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle ait une pertinence absolue. En revanche, la deuxième partie de l'arrêt, les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non, c'est la réitération de l'arrêt Trottin. C'est donc, à mon sens, pour ça que l'arrêt est lié au rapport. Néanmoins, dans un arrêt plus récent, donc de juin de l'année dernière, la question, cette fois, s'est présentée sous le vrai prisme de la question qui nous occupe, à savoir, vous avez des travaux sur une charpente, donc travaux sur une charpente et sur la toiture, modification, réalisation d'un ouvrage neuf. C'est un ouvrage que personne ne discute. Il y a des désordres qui apparaissent et ces désordres affectent à la fois la partie haute, donc les travaux neufs, mais ces travaux vont générer aussi des désordres sur la partie basse, des murs sur lesquels repose la charpente, sur lesquels repose la couverture. Or, dans cet arrêt, la Cour de cassation va valider la position de la Cour d'appel de Versailles et la Cour d'appel de Versailles a dit oui, il y a garantie obligatoire pour les travaux neufs, c'est un désordre, c'est un ouvrage, c'est un désordre de gravité décennale, mais pour répondre, pour savoir si oui ou non la garantie obligatoire a vocation à s'appliquer, non pas pour les travaux neufs, mais pour la partie existante, encore faut-il que je vérifie les conditions d'application. Or, si la première condition, on peut l'admettre, et d'ailleurs elle est caractérisée dans les circonstances de l'espèce, j'ai bien un désordre constructif de gravité décennale qui génère au moins pour partie le désordre sur les parties existantes. Cette condition, elle est réalisée dans les cas. Oui, mais il est démontré, et c'est ce qu'admet la Cour d'appel de Versailles, qu'en revanche, il n'y a pas d'incorporation et d'indivisibilité entre ces travaux neufs et les travaux surexistants. Et la Cour de cassation, alors c'est un arrêt inédit, mais c'est un des premiers arrêts qu'on a en fait sur cette question-là. La Cour de cassation va valider l'arrêt d'appel et dire du coup, on ne peut pas appliquer la décennale, non pas pour les désordres qu'affectent les travaux neufs, mais pour les désordres qu'affectent les parties existantes. Faute de quoi? Faute de l'incorporation, faute de l'indivisibilité caractérisée, condition d'application visée par 243.1. Autrement dit, et on en termine là avec notre démonstration sur la question assurantielle. En matière d'assurance, la jurisprudence et la loi, sous les réserves qu'on a indiquées, énonce que pour que des désordres affectant les existants soient réparés au titre des garanties obligatoires, encore faut-il que deux conditions cumulatives soient caractérisées. Un dommage né au moins pour partie des travaux neufs, mais aussi, deuxième condition, une incorporation, une indivisibilité, un critère. Donc ça, on a envie de dire que malheureusement, ça ne traite qu'une partie de notre sujet. Parce que là, ça réouvre toute la voie aux questions des garanties. Évidemment, et bien évidemment, si j'ai donc pas de garantie obligatoire, alors comment je peux protéger mes parties existantes? Je les protège par la souscription de garanties facultatives qui sont des dommages par percussion, c'est-à-dire des dommages affectant les existants et qui auront vocation potentiellement du coup à être couverts par ces garanties facultatives. Alors le temps passe, oui, maître. Je vais arriver. On va très symptomatiquement et rapidement évoquer les deux pistes de réflexion qu'on a mis au bout de notre temps. C'est des ouvertures. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors, je me permets d'intervenir pour deux petites choses. Pour compléter vos propos très instructifs sur la jurisprudence de la 3e chambre civile, je voulais signaler aussi un arrêt du 13 février 2020 qui a été publié. Sur les éléments inertes. Voilà, ça me semble aussi important pour compléter vos propos de le signaler qui exclut les éléments inertes de la jurisprudence évoquée de 2017, complétée en 2019. Il s'agissait en l'occurrence d'un enduit de façade qui n'avait pas de fonction d'étanchéité, mais seulement une fonction d'imperméabilisation. Donc, la jurisprudence évoquée et critiquée tout au long de votre propos ne s'applique pas aux éléments qui ne sont pas destinés à fonctionner. Voilà, donc c'est un arrêt qui me semblait important. Pour la suite, donc il est 16h04, on se donne encore combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes? On en a pour maximum 5 minutes pour boucler. Cyril, jusqu'à 16h15 sans aucune difficulté. Ok, c'est noté.
Donc, au point où on en est arrivé, et je repars sur le propos de Mme Georget, je suis parfaitement d'accord sur la question des quasi-ouvrages. Il y a bien dans la jurisprudence des quasi-ouvrages, il ne faut pas oublier la question de la détermination de qu'est-ce qu'un élément d'équipement. Et l'arrêt fondamental qui a été évoqué, 13 février 2020, 19-10-249, c'est un arrêt qui est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il dit, attention, ce qui est inerte n'est pas un équipement, et ce qui est n'est donc pas un équipement n'entre pas dans le champ de l'extension d'équipement. Donc, évidemment, cet arrêt montre que ça ne sera pas une extension à l'infini, hein, très clairement. Alors, notre dernier point, ce sont des points un petit peu d'ouverture. Jusqu'à maintenant, en fait, on a une approche très matérialiste. C'est normal parce qu'on est dans la société de consommation. Mais en réalité, il faut peut-être prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet des dommages existants. Les deux pistes s'ouvrent à nous pour peut-être renouveler la question qu'on a traitée jusqu'à maintenant. Alors, la première façon qu'on a de renouveler cette question-là, c'est la question de la géographie des ouvrages. Alors, qu'est-ce que c'est que la géographie des ouvrages? C'est de s'intéresser dans le rapport existant travaux neufs au fait que les existants et les travaux neufs, et ça rejoint beaucoup des interventions qui ont eu lieu, que ce soit en matière de baux, en matière de copropriété, en matière, tout à l'heure on l'a vu, sur la rédaction des clauses. Dans tous ces sujets, on comprend bien, tout dépend aussi de la propriété des ouvrages. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a réfléchi en vase clos, où Madame Michu se dit, tiens, je vais mettre un insert de cheminée. Tiens, et si je faisais une toiture terrasse? Oui, mais dans de nombreuses hypothèses, que ce soit l'édification de travaux neufs. Exemple type, j'ai une gare, et dans cette gare, j'ai décidé qu'il y aurait en bas un centre commercial, en haut un hôtel chic, et au milieu une gare. Bon, bien évidemment, je vais définir des volumes, et ces volumes vont être affectés de propriétés distinctes, de droits réels distincts, d'organisation qui vont être juridiquement séparés. Alors, c'est la première question qu'on retrouve aussi parfaitement dans le rapport de cohabitation entre des travaux neufs et des existants. C'est un rapport de voisinage. C'est un rapport de voisinage. On est bien en train de discuter de quel rapport y a-t-il entre un lot A et un lot B, que ce soit au travers d'une division en volume ou que ce soit au travers d'une division horizontale, c'est bien le rapport entre deux ensembles immobiliers distincts. Mais parfois même, et on va dans l'exemple les plus complexes, mais ça se trouve c'est le même immeuble au sens physique du terme. Prenons un exemple basique, une personne publique décide de faire un parking public en sous-œuvre, un premier promoteur décide de faire une galette de commerce en rez-de-chaussée, sur lequel on va venir implanter des barrettes d'habitation, promoteur 1, 2, 3. Vous comprenez très bien qu'ici, on est tout autant dans une temporalité, dans une géographie d'édification du même ouvrage neuf. Et pourtant, à raison de l'existence de cette pluralité de maîtrises d'ouvrage, et donc à raison de cette pluralité d'ouvrages immobiliers, vous allez vous retrouver avec des travaux surexistants affectant quasiment les ouvrages neufs. Et même mieux, la définition technique de l'ouvrage de parking va devoir accueillir les descentes de charges des ouvrages en devenir qui sont pourtant propriété de tiers. Alors là, vous comprenez, en matière de responsabilité, bon, on peut gérer ce rapport de droit, ça va être un rapport délictuel, mais du coup, c'est une question qu'on peut poser à Rémi. En pratique et comment on peut couvrir ces opérations de construction complexes, alors même qu'on va avoir des travaux surexistants sur des ouvrages neufs, parce que d'une certaine façon, c'est ça le sujet. Ça, c'est vrai que c'est une vraie horreur pratico-pratique, parce que si en plus je complexifie un peu, je me dis que sur ton immeuble au dernier étage, il y a les fameux panneaux photovoltaïques dont tu parlais. Donc, comme le maître d'ouvrage, il a un partenaire, on va dire que le toit a été fait par une autre société avec une autre DO, ça nous arrive aussi. Donc, on a une dommage ouvrage pour le bâtiment, une dommage ouvrage pour le toit. En dessous, on ne peut pas parler de dommage ouvrage, mais il y a eu de l'assurance, mais en même temps, celui qui a construit le bâtiment, il est responsable du 782, il fait le vice du sol. Donc, le vice du sol, ce ne sera pas un vice du sol, ce sera un vice de la construction qui n'est pas le même ouvrage, qui n'est pas son sol, qui n'est pas son ouvrage.
Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand vous avez ces différents montages, parce que en partie chantier, même en partie de DO, on peut imaginer des garanties de dommages par répercussion. Alors, en TRC, en plus, il faut faire attention. N'oublions pas que c'est la liberté contractuelle. Donc, on a certaines polices qui dommages par répercussion. On s'aperçoit que la répercussion, c'est… On dissocie, j'ai introduit une petite parenthèse, mais quand on parle de dommages de répercussion dans certaines TRC, on différencie des ouvrages neufs de existants, mais on s'aperçoit que les ouvrages existants, en fait, c'est celui qui est l'objet de travaux qui a déjà été réceptionné. Donc, en plus, dans la notion de dommage par répercussion, parfois, on nous dit qu'on a du neuf dans les travaux neufs, mais qui ont différencié des travaux. On a par répercussion à droite et à gauche, on peut le voir dans certaines polices, de dire s'il y a un dommage de nature décennale qui affecte les voisins, finalement, on s'aperçoit qu'on est sur de la garantie facultative. Et après, là, on en revient un peu sur l'imputabilité. Mais quelle horreur à gérer quand vous avez plusieurs contrats, plusieurs DO dans un même immeuble, plusieurs DO qui sont impliqués, voire même du partage sur des garanties. On l'a vu, je suis désolé, j'y reviens un peu, mais on peut avoir aussi des garanties de dommages qui vont s'impliquer là-dedans. Et on se retrouve avec une multiplicité, je ne parle même pas de responsabilité, vraiment d'assurance. On se retrouve avec une multiplicité d'assurances. La notion de cumul, comme ce n'est pas le même souscripteur, par rapport au code des assurances, ce n'est pas exactement le cas, mais en même temps, on voit bien qu'on a potentiellement plusieurs garanties. Donc, beaucoup de problèmes que je vous pose ici et peu de réponses. Seulement dire, alors là, j'ai l'impression d'être un commerçant, ce que je déteste, mais finalement, juridiquement, on se dit que le plus simple quand c'est possible, c'est au moins d'avoir un assureur. Comme ça, il se débrouille, il va piocher dans la bonne pioche en interne, ce qui n'est pas la même chose d'aller chercher les poches à droite et à gauche chez différents assureurs. C'est vrai que ça existe, mais c'est assez complexe, c'est vraiment assez complexe. Et là, la protection finale, on va dire, de l'occupant, c'est quand même une problématique assez importante. Donc là, franchement, il n'y a pas de jurisprudence. Je pense qu'à terme, le critère qui va se dégager, puisqu'on est sur une proposition prospective, c'est le même que pour la situation précédente. C'est le même critère, c'est un critère d'imputabilité en réalité qui va se dégager. Où naît et s'incarne le désordre? Quel est le lien entre l'existant et le neuf? Avec la particularité, c'est qu'on ne sera pas dans un choc entre guillemets de droit spécial, on sera dans un choc combiné de droit spécial et de responsabilité civile, puisque ce sera les polices RC qui couvrent les troubles anormaux de voisinage qui très souvent auront vocation à jouer. Mais, et en même temps, bien évidemment, on comprend que ce qui est un trouble anormal de voisinage en dessous, fissuration du dallage inférieur, va constituer aussi un désordre de gravité décennale dans l'ouvrage supérieur, permettant la mobilisation de la garantie. C'est dans les recours et la répartition qu'apparaît, à mon sens, ce qui est le plus moderne dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est le concept d'imputabilité des dommages matériels aux ouvrages réalisés. Et on a un très bel arrêt il y a quelques années sur un talus qui avait chassé sur une maison. Tout le monde dit c'est décennal, c'est décennal. Et la Cour de cassation a dit il n'y a pas de décennal puisque aucun travaux sur le talus n'a été réalisé. Ce n'est pas le sujet. Évidemment, s'il y a eu un butonnage du talus, là, la question est tout à fait différente puisque c'est bien un dommage. Et c'est notre dernier propos, la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation est soumise aux questions qu'on lui pose, a découvert récemment un certain nombre d'hypothèses nouvelles de travaux surexistants à son corps défendant. Là, je parle ici, et c'est une dernière prospective, de la question de l'évolution de la notion de réception unique. La Cour de cassation, vous le savez, par des arrêts successifs de 2017, s'agissant de la question de la réception par lot, peut-on réceptionner en dessous d'un lot, la notion de présomption de réception tacite d'un lot, dans les arrêts du 30 janvier 2019, 13 juin 2019, en juillet 2019, et plus récemment encore dans un arrêt absolument détonnant et très intéressant le 5 novembre 2020 sur la dérogation tacite au principe d'unicité. La Cour de cassation, dans tous ces arrêts, vient, alors c'est son droit d'interpréter en ce sens-là, y mettre l'hypothèse qu'on puisse déroger au principe d'unicité de réception. Mais allons au bout de notre raisonnement. Et si on déroge au principe d'unicité de réception, alors on est en train potentiellement de créer des dommages aux existants à l'intérieur même d'une opération unique travaux neufs. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on accepte ce qui était le cas dans l'arrêt du 30 janvier 2019. Imaginons qu'on accepte, qu'on estime que parce qu'on a tout payé le lot et qu'on aurait pris possession, alors dans cet arrêt, c'est très dubitatif que le maître d'ouvrage n'ait jamais pris possession du gros œuvre. Mais imaginons qu'on admette que ces deux conditions sont caractérisées. Alors on doit admettre qu'il y aurait une réception du lot gros œuvre.
Mais imaginez, et c'est le cas dans les arrêts dont on parle en question, que des dommages affectent en cours de chantier s'agissant du second œuvre technique, les ouvrages en cours de réalisation. Alors, vous comprenez bien qu'on est en présence pour partie d'un ouvrage qui est réceptionné. Alors, un lot est réceptionné, mais soumis aux garanties obligatoires, et pour partie à des travaux qui sont en cours, donc soumis à la responsabilité civile. Alors évidemment, on peut dire de manière commode, une c'est du droit spécial, l'autre c'est du droit commun, et vous comprenez très bien qu'on est en train ainsi d'inventer potentiellement de nouveaux travaux surexistants, des travaux de lots qui, emboîtés les uns les autres pour constituer l'ouvrage final, auraient vocation à constituer l'un pour l'autre, lot réceptionné versus lot non réceptionné, des travaux surexistants encore. Et évidemment, cette évolution qui était absolument effroyable sur le plan des principes en termes d'équilibre de responsabilité. On voit là, ça n'a pas été conçu comme ça. D'ailleurs, on peine à comprendre comment tout ceci peut se combiner avec le principe de l'unicité des points de départ des actions et l'idée que les recours doivent se faire correctement entre tous les intervenants ayant potentiellement permis la survenance du dommage. Mais on comprend qu'en réalité, ce concept-là pose surtout un problème assurantiel. Ça, c'est Rémi qui peut prendre la main pour en finir sur ce sujet, c'est qu'en admettant qu'il puisse y avoir des distorsions de l'eau réceptionnée ou non réceptionnée, en RC, c'est compliqué, alors en assurance, c'est très compliqué. C'est vrai que j'en terminerai là-dessus, mais si je mets de côté vraiment, je prends ce fait, la jurisprudence, bon, on peut tous avoir un avis, moi je prends vraiment là, sans avoir d'avis sur le sujet, la vraie problématique, c'est comment on fait au quotidien quand on a des DO, des RC, et même, je réinsiste là-dessus, mais c'est parce que je veux vraiment qu'on ait aussi ça en tête, quand on a aussi des contrats dommages aux biens de particuliers qui prévoient qu'on exclut 1792, on va avoir des cas où lui, il aura des garanties partielles, mais dans son ouvrage, puisqu'on aura des existants réceptionnés, non réceptionnés, ou dont la garantie est finie, parce que c'est ça, si ça relève 1792, c'est bien, passé 10 ans, ouf, on est tranquille, mais là, on va avoir des parties, on ne va pas avoir. Bon, en DO, pareil, quand même, se pose la question aussi de la DO, parce que l'objet de la DO, l'essence même de la DO, c'est le préfinancement, on retrouve partout. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de préfinancement, qui en plus c'est le maître d'ouvrage qui a réceptionné, parce que c'est lui qui peut l'avoir, c'est un acte unilatéral, parce que finalement, il n'y a pas de l'aggravation du risque et il y en a qui ne vont pas avoir envie d'être méchants à un moment donné. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être ça. Alors, méchant, l'aggravation du risque, on peut le faire. Mais... Donc, moi, c'est vrai que sur cette partie-là, vraiment sur la mise en œuvre pratique, c'est plus de l'inquiétude. Et là, pour le coup, si je ne me place pas, je me place vraiment inquiétude vis-à-vis même des bénéficiaires de la garantie au sens large. Parce qu'après tout, on a quand même des vrais sujets et on voit bien que si c'est l'objectif poursuivi, je suis assez inquiet, au moins sur des opérations où il y a plus qu'un seul maître d'ouvrage. Et même quand il y a un seul maître d'ouvrage, on le voit tant sur l'ANDO que sur sa garantie dommage classique, il pourrait être embêté par tout ça. Donc, c'est bien à court terme, mais à long terme, je suis plus réservé quand même sur l'aspect vraiment assurant. Alors, on va essayer de faire du coup le tour de toutes ces questions et vous vous apercevez qu'en réalité, mais c'est ce qu'on a voulu au départ, on a voulu élargir le prisme de ce qu'on devait considérer comme étant un rapport existant travaux neufs. Qu'est-ce qu'on peut retenir au terme de cette démonstration? Un, que probablement le régime applicable aux questions d'assurance ne sont absolument pas les mêmes que les régimes qui s'appliquent aux questions de responsabilité. Et que cet écart entre les deux peut générer des distorsions de couverture manifestes. C'est le premier acquis très clair qu'on a quand on dit ça. Le deuxième acquis, c'est que certes, on peut combiner à l'infini ces questions, mais qu'en définitive, la Cour de cassation, finalement, toujours d'une certaine façon, revient aux deux essences fondamentales que sont quoi? Un, la question de l'incarnation d'un dommage matériel et sa géographie. Et deux, le rapport entre les deux masses qu'on a voulu décrire, les existants et les travaux neufs. Et probablement, même pour les questions prospectives dont on vient de parler, la réponse qu'inventera la Cour de cassation, puisqu'on lui soumet toujours des nouvelles colles d'une certaine façon, et elle doit y répondre en essayant d'avoir de la prospective et d'être le plus équilibré possible, il est probable que l'incarnation du dommage et l'imputabilité, le lien physique entre les deux, l'indivisibilité, l'incorporation ne seront pas loin des motifs qui permettront à la Cour de sortir de ses expectatives. On vous remercie vraiment grandement de votre attention. On sait que c'est long, les colloques, on passait un peu en dernier.
Et moi, j'étais ravi de faire ça avec Benjamin, qui s'en est tiré à merveille, et avec Rémi. Et on a très hâte de vous voir pour de vrai la prochaine fois.